Ça marche, cool. 5, 4, 3. Ok, donc, je reviens moi à ma petite introduction. Et, laisse-moi juste une petite seconde, et on est parti. Donc, on enregistre aussi la vidéo, hein, je sais pas si Ah, ça ok. t'ira, mais peut-être un jour je le mettrai en vidéo. Oh, ok. C'est pas prévu pour le moment. Ça marche, ok. Ok. Donc, aujourd'hui, on est en présence de Pierre Van der C'est Philippe. Stigel. Pourquoi je veux que tu t'appelles Pierre? C'est fou ça. Excuse-moi, T'inquiète. je suis désolé. Euh, En plus, je lis Philippe, je dis Pierre. C'est fou. Le mec est braqué. Ça va être parti pour tout l'interview, je pense. Non, mais en général, je dis pas, je redis pas trop le prénom, donc ça va. Ouais, mets-moi le partout. Je le mets là, en bien gras, en rouge. Vas-y. Parfait, merci. Ah, du coup, je suis plus arrivé à être. Merde. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on est en présence de Philippe Van der Stigel. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci, Martin. Du coup, Philippe, si tu devais résumer ton parcours en deux, trois phrases, comment tu te présenterais pour nos auditeurs? Eh bien, donc je m'appelle Philippe, j'ai 27 ans. Comment je résumerais mon parcours? En fait, je suis un ingénieur généraliste, donc j'ai fait des études d'ingénieur généraliste aux arts et métiers. J'étais voué un petit peu à bosser plutôt dans l'industrie, dans les grands groupes, et finalement j'ai fini plutôt dans la partie startup tech. Euh, et en fait, ça a été notamment dû à une expérience que j'avais lors d'un stage que j'ai fait dans un grand groupe entre ma deuxième et troisième année, où ça s'était très mal passé, je sais pas du tout ce que j'avais envie de faire. Je bossais dans un grand groupe aéronautique en stage et vraiment enfin, je m'ennuyais mais à mourir. Et je me suis dit que c'était pas ce que je voulais faire de ma vie. Lors du coup de ma troisième année, après, enfin même pendant le stage, j'avais monté un premier projet e-commerce où je vendais des saucissons en ligne. Euh, Trop stylé. qui avait super bien marché et même trop bien marché. On pourra en revenir un peu plus tard dessus si tu veux. Je note. Yes. Et ensuite, on a monté une première boîte avec mon petit frère. Ok. Il était revenu d'un échange international avec une idée. Donc, en fait, on a bossé sur le projet. Ça s'appelait Traveler et en fait, on a planté la boîte. Pareil, on pourra y revenir dans la suite. Euh, J'ai bossé en fait à la fin après de mes études, donc ça fait 3 ans là que que j'étais diplômé. J'ai bossé du coup dans une start-up à Paris euh, et j'ai quitté la boîte pour monter un premier projet dans la restauration, un logiciel pour les restaurateurs qui a complètement foiré, notamment à cause ça s'est très mal fini en fait avec un des associés. Et on en arrive du coup en fait là l'été dernier, il y a un an, où Rocket Chart après a démarré. Donc plusieurs projets qui ont fail et qui ont abouti à Rocket Chart. Voilà Ouais. comment je présenterai un peu la chose. Ok. Ok, c'est plutôt efficace, ça. Du coup, un peu un serial maker, quoi. Ouais, c'est réel failure aussi. Ouais, je pense que ça fait partie du lot du serial maker, hein. Effectivement, clairement. T'es obligé de. Après, il y en a qui ont de la chance, ou qui sont bien nés, je sais pas, mais en tout cas qui arrivent dès le premier coup. Mais souvent, le chemin, on va dire, normal, c'est d'essayer plusieurs fois Ouais. jusqu'à arriver à la bonne, quoi. Ouais, pour apprendre de tes erreurs. Finalement, tu fails pas vraiment, tu fais que apprendre. Enfin, moi, Oui, c'est ça. tout le monde commence à dire ça et c'est vrai quoi. Ça te mène après, ça te permet de grandir et de capitaliser sur tout ce que tu as appris pour à un moment peut-être enfin faire quelque chose qui va fonctionner, qui va te faire plaisir, qui va te faire kiffer quoi. C'est ça. Mais c'est même, en vrai, c'est même difficile de parler de fail parce que même un mec qui fait de l'entrepreneuriat, qui nique tout, enfin qui, dans le mauvais sens du terme, Mm. qui fail tout et qui abandonne, bah, finalement, avec l'expérience qu'il a en entrepreneur, là où il va bosser, ça va quand même l'aider, quoi. Ah ouais, c'est clair. À moins qu'il décide de partir faire de la couture, mais même ça peut l'aider, je pense. C'est clair, non, mais c'est sûr, il aura une vision que peu de gens pourraient avoir. Et ce serait même, à mon avis, un excellent élément. Après, je suis pas sûr que.
quand tu as commencé à monter des boîtes, j'ai du mal à imaginer retourner, tu vois, dans le salariat basique, même dans des startups cool, tu vois. Voilà, pour l'instant, j'arrive pas du tout à me reprojeter salarié dans une boîte, quoi. Oui, oui, Bon. je comprends totalement. Euh, j'ai essayé pour le coup, parce que j'ai aussi monté pas mal de boîtes, et soit je suis tombé sur des mecs super intelligents qui m'ont dit, mais mec, en fait, t'es un entrepreneur, ça sert à rien de venir chez nous, faut refaire des projets. Donc ça, c'était cool. C'était une belle conversation que j'avais eue d'ailleurs avec le fondateur d'Alan, qui Mhm. m'avait dit ça. Mhm. Et sinon, j'ai essayé avec des boîtes et au final, ben, je fitais pas avec. J'avais beaucoup Ouais, trop d'autonomie pour être dans une boîte où j'imagine, ouais. ça marche pas bien, quoi. J'imagine. Ouais, donc voilà, du coup, un peu pour la rapide présentation. Ok, ok. Eh bien, je pense que alors, ce qui est rigolo, c'est que tu ne me connais pas du tout. On s'est parlé que très peu, mais le saucisson, c'est une de mes religions. Et du coup, j'ai vraiment envie de te parler de ton premier projet Yes. et que tu m'expliques un peu d'où est venue cette idée géniale et qu'est-ce que vous en avez fait. Alors, du coup, comme j'expliquais, c'était entre deuxième et troisième année aux arts et métiers. Pendant le stage où je m'ennuyais à mourir, du coup, on était à Amiens en coloc avec des potes de promo qui étaient aussi en stage avec moi. Et un soir, tu vois, on était on était à l'apéro et en fait, on est tombé en rade de saucisson. Et là, il y a un de mes potes qui m'a dit, putain, ça serait génial de pouvoir se faire livrer du saucisson comme tu te fais livrer tes Deliveroo et tout. Tu vois, enfin, Uber Eats, Deliveroo Ouais. commençait à arriver. Il y avait Take It Easy aussi. Et enfin, il a dit ça, tu vois, et je me suis dit, putain, mais grave. Et en fait, le lendemain, j'ai commencé à chercher un fournisseur de saucissons, voir s'il y avait des trucs cool. Et donc, en fait, j'ai trouvé un fournisseur en Normandie. J'ai fait un site web et en fait, pour payer pour valider un peu l'idée et puis surtout pour pouvoir payer les stocks que Mhm. le premier achat de marchandises. Du coup, j'avais fait des préventes. J'avais mis un message sur Facebook, je crois, qui avait super bien marché. J'avais dû avoir entre 20 et 30 préventes, tu vois, avec un seul message. Et, euh, et donc, c'est comme ça que tout est parti. Et donc après, je suis retourné dans ma dernière année à l'école. J'avais ça, j'avais ce truc-là, petit site e-commerce à côté. Mais Euh, tu peux nous donner un nombre, si tu te rappelles, des chiffres sur c'était quoi le nombre de préventes? C'était genre 500, 5000? Non, non, ce que je disais, c'est que j'avais fait juste entre 20 et 30 préventes Ok. via juste le message Facebook. Ça avait suffi pour payer les premiers stocks. Et en fait, tout après était parti de là. Et en faisant et pendant du coup les études, j'avais ça en parallèle. Et en plus, j'étais en alternance dans la startup que j'avais rejoint ensuite. Euh, j'avais fait du coup des partenariats avec du Running Heroes et puis d'autres des associations étudiantes, etc. Ce qui avait permis de générer pas mal de ventes, de commandes. Et en fait, à un moment, ça marchait tellement bien qu'en fait, j'ai décidé d'arrêter. Parce qu'en gros, je me retrouvais à devoir gérer mon mémoire, la boîte en alternance dans laquelle j'étais, plus mon bon sifflard, ça s'appelait mon bon sifflard. Et en Ah, fait, je vais le noter. en fait, tous les midis, tu vois, j'allais à la poste avec ma valise remplie de box de saucissons, j'allais poster mes saucissons. Le soir, je préparais les commandes. Enfin, et quand tu commences à avoir des dizaines de commandes à préparer, etc., ça devenait juste plus tenable. Et je me suis surtout rendu compte d'un truc, c'est que bah, ça allait être difficilement scalable euh, sur le très long terme, et c'était pas forcément ce que j'avais envie de faire de ma vie. Donc du coup, j'ai killé le projet, pardon, après 8 mois, je crois, 8 ou 9 mois. Euh, et j'avais Pourquoi tu trouves que c'était difficilement scalable? Euh, En soi, ça aurait pu être scalable, effectivement, mais ça impliquait beaucoup de logistique, mais comme toute vente Oui. e-commerce en ligne de toute façon. Euh, et, euh, Oui, malheureusement, on et peut pas télécharger des saucissons encore, ouais, quoi. exactement. Et du coup, et en fait, la boîte dans laquelle je bossais, du coup, que j'avais rejoint en alternance, ça me plaisait vachement ce que je faisais. J'adorais vraiment bosser dans la boîte et comme je l'ai dit juste avant, en vrai, vendre des saucissons, c'était pas ce qui allait me faire kiffer toute ma vie, je pense.
Donc j'ai arrêté, c'était un petit truc marrant, tu vois, qui a marché, et puis j'ai killé le site, etc. Et voilà, j'avais fait un peu d'argent pour partir au ski, etc. À chaque fois, je réinvestissais en fait dans des stocks et tout, et bon, au final, j'ai généré un peu d'argent qui a permis de partir au ski, de se faire un peu plaisir, mais sans plus, quoi. Euh, et voilà. Et du coup, c'était comment vendre des saucissons en ligne, les livrer par la poste, et quand tu es en études et enfin, encore en école, quoi. Comme quoi, c'est Mais faisable. ah, mais clairement. Mais c'est pour ça que je fais ce podcast, c'est parce que il y a énormément d'idées que tu peux faire qui peuvent paraître simplistes, parce que vendre des saucissons, c'est pas une révolution en soi, on est Ouais, d'accord. ouais, Mais en vrai, c'est un besoin, il n'est pas adressé, tu l'adresses et ça marche. Enfin, ouais, ouais, de ouf. C'est Et en vrai, il y avait un potentiel, il y avait un vrai potentiel là-dedans. En vrai, tu peux faire une boîte autour de ça. Après, tu te diversifies dans clairement. l'apéro et tout. Enfin, bref, il y avait de quoi faire quand même. Euh, ouais, donc voilà, du coup, le premier projet. Avant d'ailleurs aussi, en fait, cet aspect entrepreneurial et monter des projets comme ça, en fait, ça a démarré un peu plus tôt. Quand j'étais au lycée, en fait, il y avait mon petit frère qui avait monté, je crois, il était en quatrième, et en fait, il avait trouvé un grossiste qui vendait des abonnements Xbox Live. Tu sais, pour jouer au Ouais, Xbox Live, tu payes un abonnement, genre 60 € pour l'année. Et en fait, il avait trouvé des grossistes mexicains et chinois qui étaient revendeurs Microsoft. Et il avait créé un petit site e-commerce, genre sur Site à l'époque, je crois, très très old school. Et ouais. genre en quatrième, troisième, il vendait des codes d'abonnement moitié prix. Et en fait, on s'est rendu compte, c'est au collège, lycée, qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait lancer des petits projets comme ça qui allaient générer du cash. Et puis c'était fun, quoi. Et en fait, c'est un peu de là que tout est parti, je pense, finalement. Tout cette C'est envie. drôle, les deux projets dont tu viens de parler, c'est vraiment un besoin personnel, quoi. Genre, je Ouais, suppose que ton petit frère, il voulait des codes pas chers, il n'en ex- trouvait pas, il a fini par trouver les grossistes. exactement. En fait, je crois que c'était même, il s'était rendu compte, il avait trouvé un site en France qui vendait les abonnements à moitié prix, et il s'est dit, mais comment ils font? Comment c'est possible? Et en fait, du coup, il s'est posé cette question-là. Il allait voir sur des forums, les trucs hyper loin, enfin creuser dans les discussions et tout. Ouais, Et puis il a trouvé comme ça les grossistes qui vendaient qui étaient revendeurs agréés Microsoft, tu vois. Mais dans les fins effectivement, et fonds d'Internet, quoi. c'est parti d'un besoin, d'un besoin effectivement perso, quoi, à la base. Donc ouais, C'est cool, c'est cool. C'est voilà. un bon conseil que je donnerais aux gens qui nous écoutent. C'est si vous avez des besoins dans votre vie non adressés, essayez d'en faire un projet. Ouais, C'est tester. super simple. Mais ouais, Ouais. tester et puis apprenez, quoi. Et c'est dingue tout ce qu'on peut apprendre. Oui, déjà t'apprends, et puis même, des fois, même si ton besoin il n'est pas beaucoup adressé, enfin, je veux dire, c'est une très petite niche, ben, ça peut te faire 500 balles par mois ou Ouais, un peu plus, et c'est quand même cool. clairement. Surtout quand tu es étudiant, par exemple. Exactement, ouais. Ça, c'est clair. C'est clairement le truc, ouais. Mm. Du coup, tu viens de me faire penser. Donc là, on a parlé du business de saucisson. Ouais. Je me demande un truc, c'est déjà, le e-commerce, tu l'as fait tout seul? C'est genre, tu codes ou pas du tout, ou t'as fait que du no-code? C'était du no-code, ouais. J'avais fait un site WordPress à l'époque, euh, tout simple, avec un panier, enfin, avec un plugin WooCommerce, je crois, et tout en Ouais, no-code. Enfin, vraiment, ça m'avait pris 2 jours à créer le site. Littéralement, j'avais trouvé des photos sympas. J'avais fait faire un logo sur Fiverr, genre pour 10 balles, j'avais eu le logo, et puis c'était parti comme ça, quoi. c'est rigolo ça. Je viens de découvrir Fiverr il y a pas longtemps. Ouais. En fait, je connaissais la version française qui est 5euros.com, Mm. Effectivement, ouais. mais c'est exactement le copycat, quoi. Exactement, ouais, c'est un pur copycat de Fiverr, Mm. complètement. Ça aussi, c'est un truc que maintenant je me rends compte beaucoup, moi, c'est que bah, faire des copycats, c'est pas forcément une mauvaise chose. Des Mm. fois, le marché, il est pas adressé. Par exemple, Fiverr, c'est une plateforme anglaise, il y a que enfin, américaine, Ouais, il y a que des Américains dessus. Tu fais ça en Europe, ben, bah, avec ça marche. ça Il y a, marche. il y a énormément de boîtes, de grosses boîtes, enfin de grosses boîtes, de belles scale-up euh, qui sont parties d'un constat qui manquait, enfin qu'une solution existait aux États-Unis, au UK, et qui l'ont juste importé copycat en France. Ouais. Je pense à un de nos concurrents, par exemple.
et qui a juste fait un copycat d'une version anglaise, d'une boîte qui existait depuis 2010. Ils ont ramené le truc en France et bah là ils cartonnent parce que effectivement le marché était pas, enfin ce pain n'était pas résolu encore en France. Il n'y avait pas de solution et ils cartonnent parce que bah ils ont su voir l'opportunité quoi. Il y a Ouais. plein de boîtes Alors, françaises comme ça. en plus, c'est malin parce que si à un moment donné, tu en as marre de ton business et tu veux te barrer, ben, le concurrent numéro un aux US, il peut vouloir te racheter, quoi. Clairement, ouais. Ouais. C'est tout prêt. Dans le meilleur des cas, ouais, c'est ce qui peut arriver, tout à fait. C'est ça. Il y avait une entreprise en Allemagne, je crois, qui s'appelait Rocket Internet, je crois, qui Ouais, font ça, ou je sais pas si c'est aux États-Unis. ouais, Ou c'est en c'est- Allemagne. Je crois que c'est des Allemands, effectivement, et Oui, c'est ça. ils créaient des copycats. Ils sont même allés jusqu'à créer un copycat d'Amazon, je crois, bah, en Afrique, tu vois. Ouais. Et effectivement, ouais, ils prennent les gros modèles qui fonctionnent dans le monde occidental, aux États-Unis, etc. Et effectivement, ils les implantent là où ils n'existent pas encore, avec une exécution de malade et avec le financement qui va bien. Et effectivement, ça marche, hein. Ah bah oui, oui. Mais d'ailleurs, je crois qu'une de leurs entreprises les plus connues qu'ils ont fait en copycat comme ça, c'est une de livraison. C'est Just Eat, Tu vois, je crois. Non? Ah non, c'est je sais pas si c'est Delivery Hero, non? Delivery Hero, c'est Ouais, ça. c'est ça, ouais. Mm. Qui est dans plusieurs pays, ils sont numéro un, non Ah, il me ça, c'est semble. ouf. C'est ouf, quoi. Ouais, Ouais. c'est Comme quoi, carrément. il suffit pas forcément d'être le premier sur le marché dans le monde pour réussir, hein. Enfin, la concurrence est saine et Ouais. si une solution existe à l'étranger, Mais même des fois, il y a souvent des entrepreneurs aussi qui font ça, genre ils disent, ah ben non, il y a quelqu'un qui l'a fait, je peux pas le faire. Mais ouais, s'il y en a qu'un, tu peux très bien être le deuxième et ça sera très bien, hein. exactement, clairement. Puis c'est facile à te positionner, tu prends les mêmes features, tu fais moins cher, ben voilà, Mm. tu as créé de la concurrence. Exactement. Et puis ouais, après, t'adresses un marché un peu différent, tu cibles pas le même type de business où tu vas dans une niche précise et ouais, en créant la même chose et ça fonctionne très bien, quoi. Et t'es le leader, tu es le leader sur la niche, bien que tu aies un concurrent qui soit plus gros que toi Oui, oui, et ça fonctionne c'est bien. ça. Puis du coup, tu finis sur tous les sites de comparaison, genre alternative A, Mm. le leader, il y a toi. Du coup, c'est facile. Clairement. C'est de la- Ouais, Tu grossis avec l'autre, quoi. Non, exactement. c'est des bonnes façons de faire une boîte, je pense. Ouais. Du coup, on va pouvoir avancer sur le. Du coup, ce site, Mon Mon Bon bon Sifflard, sifflard. c'est ça? Ouais. C'est pas un échec, ça, c'est un exit plutôt. Non, c'est pas un exit, c'est un shutdown. Un shutdown, ouais, ouais. Ouais, Oui, c'est un exit avec zéro. ouais, c'est ça. D'ailleurs, t'avais pensé à le vendre? Non, ça m'a jamais traversé l'esprit, je sais pas pourquoi. C'est fou ça, ouais. Ouais, ça m'a pas du tout traversé l'esprit à l'époque. Je sais pas, j'étais dans un autre monde. T'aurais pu tenter un petit mail à Justin Bridou. Est-ce que vous Exactement, voulez de ouf, de ouf. Ok. Du coup, on va passer à ton deuxième projet un petit peu. Ouais, Donc, Travelers. Traveler, ouais. C'est Ouais. Traveler, ouais. Je rajoute des S. De toute façon, j'ai des problèmes avec les noms. Tu l'as vu tout à l'heure. Traveler. Raconte-moi un peu l'histoire de ce projet. Alors l'histoire de Traveler, c'est mon petit frère Marc qui a fait des écoles de commerce, une école de commerce pardon, qui était parti à l'étranger en échange, qui est revenu de l'échange en disant putain j'ai une idée géniale, on va faire l'Instagram des voyages. Parce que quand il était en échange, il avait pas mal voyagé en Asie et à chaque fois il galérait à envoyer les photos à tout le monde sur WhatsApp, les groupes Facebook, etc. ou sur Messenger, tu vois. Et il s'est dit bah Ouais. vas-y je vais faire une app pour centraliser mes photos et partager en gros mes trips, mes voyages à mes amis. Et donc c'était ça un peu l'idée. Et donc pour la faire courte, c'était un peu l'Instagram des voyageurs. Et en fait, il est revenu donc de son échange, il m'en a parlé, on a dit bah vas-y go, on y va. Euh, on a on a levé des fonds en Love Money. Enfin, Marc surtout, enfin c'est lui qui dirigeait. Pour le coup, Marc était du coup le CEO, si on peut appeler ça comme ça à l'époque. Et donc il avait levé en Love Money jusqu'à 25 000 euros au total, histoire de développer le proto. Parce qu'en fait, on avait l'idée, on avait on avait quelques specs et des user stories, et il fallait recruter maintenant un designer et un dev pour développer l'application.
Donc, on lève en love money, on récupère 25 000 euros. On trouve un freelance pour faire le design. Il nous fait un design de malade. En vrai, Comment vous avez fait pour lever? C'est de la famille, c'est des gens que vous connaissiez ou pas du tout? c'était, ouais, effectivement, il y avait la famille, il y avait les amis de la famille, les amis des amis de la famille. Ok, Voilà. ouais. Donc, c'était, il y avait, je Vous sais avez plus, attendu. ouais, il y avait une dizaine de personnes, je crois, au total, qui avaient mis, euh, si je dis pas de bêtises. Et donc, ouais, c'était vraiment de la love money pure, hein. C'était vraiment love money. Euh, du coup, on trouve le freelance qui nous fait un design. Maintenant, il fallait trouver un dev en freelance pour faire l'application. Donc, euh, on trouve le dev. L'application démarre. En attendant, Marc rentre au School Lab pour se faire accompagner, etc. Tout va bien. Tu peux un peu expliquer ce que c'est ce coup-là? Ouais, en gros, c'est un incubateur de, de porteurs de projets, quoi. Pour t'aider, finalement, il t'accompagne euh, pour passer de 0 à 1, on va dire, Ok. de ton idée à tes premiers clients, quoi. En quelques mois. Euh, ce qui s'est passé ensuite, c'est au bout d'un an, finalement, l'app était prête. Et on était même un peu plus, je crois, et on était trop contents. On s'est dit, vas-y, on va la lancer. On a quelques bêta-testeurs et ben, on lance l'app. Et en fait, il y a rien qui se passe, quoi. Genre, zéro utilisateur, zéro traction, mais rien du tout, quoi. Et en fait, du coup, on a mis finalement 18 mois pour se rendre compte qu'on avait fait, du coup, les choses à l'envers. Tu vois, on n'avait jamais, en fait, validé le pain à la base. On n'avait jamais pris le temps de discuter avec des potentiels clients ou utilisateurs. On avait foncé tête baissée, quoi. On était resté dans notre garage, enfin dans notre appart. On était en coloc à Ouais. l'époque. On était resté dans notre appart à imaginer notre truc sans jamais confronter au marché. Et bah, ça a foiré, quoi, forcément. Euh, Et est-ce que Schoolab, sur ça, il vous avez pas forcément conseillé? si, bien sûr, ils avaient apporté pas mal d'éléments. Comme comme je bossais dans la startup à l'époque, j'avais ce projet-là, du coup, en parallèle. C'est arrivé après mon bon sifflard. Donc c'est Marc qui était surtout au Schoolab. Donc j'avoue que j'ai pas suivi exactement toutes les sessions qu'il a eu là-bas, Ouais. mais en vrai, ils étaient là pour accompagner, bien sûr. C'est juste qu'on était un peu euh, avec les œillères et puis on pensait qu'on faisait les choses dans le bon ordre, tu vois. Et en fait, pas du tout, quoi. Mais bon, ça a été Dans le dernier podcast que j'ai fait, justement, on parlait de ça avec Pierre de Flat. Mhm. On parlait du fait en tant qu'entrepreneur, tu as besoin d'apprendre. Un peu comme les enfants où tu dis touche pas, ça brûle. Ok, mais je vais quand même essayer d'abord. Exactement, mais c'est tout à fait ça. T'as complètement raison. C'est, c'est, t'es un peu une tête brûlée, quoi. Et puis, tant que tu t'es pas cramé la main, bah, t'auras pas appris, quoi. Exactement. Très belle, très belle image. C'est Pierre qui Euh, me l'avait donné. et donc, ouais, bah, c'est tout à fait ça, en fait. On s'est brûlé en fonçant tête baissée et on a appris, du coup, de cette erreur en se disant, OK, bah, la prochaine fois, il faudra qu'on parle d'abord à nos potentiels clients, à nos prospects, etc., pour bien comprendre le problème. Et donc, du coup, on a fermé la boîte. On a mis la boîte en liquidation judiciaire et forcément, du coup, avec la love money qu'on avait impliquée, on a essayé on a essayé de vendre la boîte. Finalement, ça s'est jamais fait. Euh, on, Vous aviez Notamment, des potentiels intéressés? ouais, il y avait eu des potentiels intéressés. Et en fait, ça n'avait pas abouti pour deux raisons, si je me souviens bien. La première, c'est que, en fait, on n'avait pas la tech en interne. On avait un algorithme qui permettait de détecter des photos avec des mots-clés, etc. Et en fait, on sous-traitait ça à une boîte aux États-Unis. Euh, En fait, on n'avait rien en interne dans la tech, dans notre valeur ajoutée. Ok. Tu vois, on passait par des freelances pour faire le dev, on sous-traitait toute notre valeur ajoutée à d'autres boîtes. Et donc, ça, c'est le premier point de bloquant. Et le deuxième, c'est que les gens qui voulaient racheter la boîte, ils voulaient aussi racheter l'équipe. Euh, en fait, Marc notamment n'avait pas forcément envie d'être à nouveau salarié dans une boîte. C'était pas forcément ce qu'il faisait kiffer. Donc, c'est pour ça que finalement la revente, on a vite arrêté et on a mis la boîte en liquidation judiciaire.
Tu te rappelles du prix de revente qu'on t'avait proposé? Il y avait, j'ai 60 000 euros en tête. J'ai 60 000 Ok, euros, mais c'est à reconfirmer. Mais j'ai ce prix-là en tête. ok. Voilà. Et donc, tout ça pour, du coup, on liquide la boîte. Donc forcément, avec certains de nos investisseurs de Love Money ont pas forcément compris pourquoi on mettait la boîte en liquidation judiciaire. On, Globalement, ça s'est très bien terminé avec les investisseurs, mais il y a quand même certains qui ont eu un peu les boules forcément, notamment parce que je pense qu'ils se rendaient pas compte du risque qu'ils prenaient. Tu vois, quand tu investis dans une boîte, t'as 5% de chance que ça réussit et t'as 95% de chance que ton argent, tu le revois jamais, quoi. Et ils n'avaient Ouais. pas forcément mesuré ce risque-là. Ils n'avaient pas vu qu'ils étaient au casino, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'était un peu dur à annoncer forcément. Et voilà. Mais du coup, on a eu un énorme apprentissage, quoi. On a tout fait à l'envers. Et aujourd'hui, là, avec l'autre projet qu'on avait avant et Rocket Shark maintenant, on essaie de capitaliser sur nos apprentissages pour faire en sorte que ça se passe bien, quoi. Ok, ouais. Rocket Chart, c'est le projet juste que tu as lancé après Traveler. Non, entre les deux, il y a eu un autre projet dans la restauration pour faire Ah oui, un- le logiciel. J'ai tapé logiciel et j'ai pas fini la phrase. yes, ouais, c'était un logiciel pour aider les restaurateurs à gérer leur personnel. Et donc là, cette fois, j'ai essayé de faire les choses dans le bon ordre. Donc là, Ouais. j'étais plus avec mon frère, j'étais tout seul avec un associé, une personne que j'avais rencontrée à 42, on s'était bien entendu et tout. Euh, T'as fait 42, non, pas du tout, du coup? pas Ah, du tout. ok. Mais je sais plus comment on s'était rencontrés Ah, c'est très bien. exactement. Mais c'était ouais, en lien avec 42. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché un problème à résoudre. D'abord, on a marché dans les rues de Paris. On a, on a discuté avec des pharmacies, des bars, des restaurants, des salles de sport et tout pour essayer de comprendre quels étaient leurs problèmes, leurs top one problèmes. Et en fait, en marchant dans les rues, on s'est vite rendu compte qu'il y avait énormément de restaurants. Et on s'est dit, putain, mais il y a un marché énorme dans la restauration, en fait. Et, euh, et donc, on a vite ciblé les restaurateurs. Et on s'est rendu compte que la gestion du personnel était une tannée pour eux. Et en plus, qu'il y avait Skello et Snapshift qui marchaient super bien. Donc on s'est dit, vas-y, on va essayer euh, d'être le numéro 3 sur ce marché-là. Euh, donc pendant 2 mois, on a rencontré quasiment une centaine de restaurateurs. Ça va du franchisé au, euh, au responsable des opérations d'un Big Fernand, de Big Mama ou des, des trucs du genre. Donc, histoire d'avoir un panel le plus large possible pour récupérer des feedbacks et comprendre comment est-ce qu'on allait pouvoir apporter de la valeur là-dedans. Euh, ça se passait super bien. Et puis finalement, ça s'est très mal terminé. J'ai ajouté dans l'équipe un de mes anciens collègues qui est aussi développeur. Donc là, c'était cool. On avait une team de 2 développeurs pour un produit tech. C'était plutôt solide. Le Mais mec avec qui tu t'étais associé était développeur, c'est ça? ouais, tout à fait, ouais, exactement. Euh, Ok. et en fait, ça s'est très mal terminé. Le premier associé, l'associé historique avec qui bossait avec moi, a perdu la main sur le projet. Enfin, j'ai jamais vraiment compris ce qui s'était passé, mais il a arrêté de bosser un peu du jour au lendemain. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on a arrêté de bosser ensemble et il a tout supprimé. Le Slack, le GitHub, le Trello, le Drive, il a tout supprimé, tout notre travail. Euh, Ah ouais, c'est violent ça. donc quand tu bosses sur 8 mois, tu vois, que tu t'arraches pendant 8 mois et que tout part en fumée, t'as les boules, quoi. Donc C'était un side project ou c'était en full time? c'était en full time. Vraiment, on prévoyait de monter une boîte, quoi, en full Ah time. ouais. Donc on avait vraiment investi du temps et tout, on a galéré dans les rues de Paris. Puis voilà, du jour au lendemain, il n'y a plus rien, quoi. Donc on a avec Ellie du coup, donc Ellie, l'associé qui nous avait rejoint, mon Le ancien collègue, troisième? euh, il a continué avec moi pendant un mois là-dessus. On a sorti la bêta du logiciel et puis en fait on a décidé de killer le produit euh, parce qu'on n'avait plus la foi, plus la motivation. Et en fait c'est là que du coup c'était un peu au même moment, exactement au même moment que Rocket Shark est arrivé.
enfin que cette idée de Rocket Chart est arrivée. Alors, comment elle est arrivée cette idée d'ailleurs? Vas-y, parle-nous-en. Alors, on était en vacances en famille et en fait, une après-midi, mon père a passé une après-midi entière sur son tableau de trésorerie pour gérer la trésorerie de sa boîte, prévoir sa trésorerie et gérer ses flux. Et Il a quoi? Il a une PME, ton père? ouais, effectivement, il a une PME, ils sont une quinzaine de collaborateurs et Ok. donc c'est lui qui suit la trésor de la boîte. Etc. Et en fait, il utilisait Excel, quoi. Et je me suis dit, Le mais bon vieux Excel. ouais, exactement, une belle usine à gaz en plus. Et, euh, et en fait, je lui disais, bah vas-y, viens sur la plage nous rejoindre et tout. Et en fait, il pouvait pas, quoi. Il fallait qu'il termine son Excel de trésor et tout, parce que la trésor, c'est le nerf de la guerre, c'était hyper important euh, pour la boîte. Donc il pouvait simplement pas. Et donc je me suis dit, mais là, il y a un problème, quoi. C'est pas possible qu'il y ait rien qui existe pour solutionner ça, quoi. Il y a rien qui remplace Excel là-dessus, c'est pas possible. Et donc c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Et donc cette fois, pour éviter de faire la première erreur qu'on avait faite avec Traveler, de foncer tête baissée, j'ai designé en fait une interface fake avec Adobe XD et je l'ai mise sur des groupes Facebook, French Startup et SaaS Growth Hacks. Euh, et en fait, les posts, ils ont super bien marché, quoi. Genre, il y avait 350 personnes, enfin 200, plus de 200 personnes par post qui avaient commenté. Ah oui. Et je me suis dit, oula, putain, il y a un truc énorme là. Et C'était quoi le genre de post? C'est commenter si vous voulez c'était recevoir. très exactement, c'était en gros, salut les gars, j'avais complètement faké le truc, hein. J'avais dit, on a une boîte qui tourne plutôt pas mal. Pour gérer nos entrées, sorties de cash, on a développé un tool en interne. Ça permet en gros de catégoriser tes flux euh, automatiquement, de gérer du coup tes pôles de dépenses, de suivre tes encaissements et éventuellement de faire des prévisions pour l'avenir. Est-ce que c'est quelque chose qui vous et du coup j'avais mis en question à la fin, est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser? Et j'avais fait un screenshot pas trop dégueu pour attirer l'œil. Et voilà. Et donc du coup il y a eu énormément de personnes qui avaient commenté. Et c'est là que tout est parti en gros. D'accord, ouais. Tout a commencé comme ça. Et en voyant du coup finalement l'engouement qu'il y avait pour cette problématique-là, mon petit frère Marc a décidé de rejoindre le projet et Ellie du coup a continué avec moi après avoir bossé comme un ouf pour sortir la bêta du logiciel de restauration. Il a killé le produit et puis il est reparti de zéro pour commencer à bosser sur Rocket Chart, quoi, avec moi et mon frère avec mon frère et moi. Et donc C'est pas grave. ouais, et pour éviter du coup de reprendre, de repartir dans les écueils, de monter un produit qui répond pas à un problème. Pendant tout l'été, en fait, on a discuté avec un maximum de monde. Toutes les personnes qui avaient commenté, euh, j'ai essayé d'échanger avec elles par Messenger, par téléphone, par email, afin de comprendre, tu vois, le problème et comment est-ce qu'on pouvait le résoudre, qu'est-ce qui était chiant et tout ça. Euh, et finalement, en fait, on a discuté du coup avec nos potentiels clients avant même qu'ils soient nos clients. En fait, c'est un peu l'idée, je pense qu'il faut retenir, c'est une fois que tu as une idée, il faut trouver un moyen de la valider. Et une fois que tu l'as validée, il faut que tu arrives à identifier comment tu vas devoir aborder le problème. Et donc, pour faire ça, faut discuter avec tes potentiels clients avant même qu'ils utilisent ton outil. Et donc, c'est ce qu'on a fait pendant tout l'été. Ça a permis de Ok. récupérer énormément de feedback et d'imaginer finalement la première version de Rocket Chart. Donc c'était avant l'été de cette année ou l'an dernier? Ouais, 2019 du coup, il y a un an. Et Rocket Ouais. Chart, là, ça fait très exactement un an et une semaine que j'ai eu l'idée. Enfin, c'était le 9 juillet que, donc il y a un peu plus d'un an Stylé. que j'avais Petit posté podcast anniversaire. exactement. Donc c'était ouais, le 9 juillet 2019 que j'avais posté les messages sur Facebook. Ok. Voilà. Et donc voilà un peu pour la genèse du projet et comment est-ce qu'on a essayé d'apprendre de nos erreurs finalement pour ne pas les reproduire et faire en sorte que cette fois ça fonctionne un peu mieux. Euh, Ok, et ok. Ouais, vas-y. et Après j'ai une question.
du coup, ce que je voulais ajouter, c'est que en fait, Ellie et Marc ont rejoint Rocket Shark du coup en side project. Et moi, j'étais le seul à temps, enfin, je suis toujours le seul à temps plein sur Rocket Shark. C'est-à-dire que eux, ils codent les matins et les soirs Ok. comme ils peuvent, quoi. Voilà. Tu viens de me voler ma question du coup. Ah, C'est ce vas-y. que j'allais te demander. Qui a full time là-dedans? Ok. Donc voilà, ça répond à ta question du coup. Euh, Bah ouais, ouais. Du coup, toi, t'étais déjà full time sur l'ancien projet, ouais, qui avait un exactement. nom d'ailleurs, parce qu'on n'a pas mis de nom. Non, il n'avait pas encore de nom. Il n'avait même pas donné de nom. Ah oui, Ouais, il n'avait pas de nom. ouais. Ok. Et du coup, tu es à full time là aussi, donc c'est full time backé par Pôle emploi, je suppose? Non, j'ai pas le droit au chômage parce que j'ai démissionné. Oh Euh, merde. et donc en gros, la première année, j'ai vécu pour le premier projet, en fait, j'ai vécu grâce à une clause de non-concurrence qui avait été activée par mon ancien employeur, donc qui me payait une partie de mon loyer, on va dire, et les économies que j'avais de côté. Et ensuite, pour la deuxième année, du coup, j'ai le RSA et j'ai fait un prêt d'honneur auprès de l'association de mon ancienne école, euh, qui me permet de vivre à peu près comme je peux, quoi. Ok, ouais. Voilà. Ça tombe bien qu'on parle de ça parce qu'on va un peu parler plus des finances. Mhm. Donc, au niveau de ton projet actuel, donc Rocket Chart, c'est quoi un petit peu euh, votre MRR, où vous en êtes? Alors, du coup, Rocket Chart, on a sorti la V1 en février. Elle était bien buggée. En fait, elle avait des problèmes d'optimisation, donc euh, on a passé un mois et un mois et demi à optimiser le truc. Et on a commencé à commercialiser, à vendre par abonnement SaaS en mai là. Donc Ok. il y a 2 mois, à peine 2 mois. Et du coup, aujourd'hui, on va s'approcher des 1 000 € de MRR, gentiment. Enfin, on y est proche, très très proche. Voilà pour les finances actuelles de la boîte. Ce qui est hyper intéressant de noter là-dessus, c'est que on a une grosse charge fixe qui est en fait l'API bancaire qu'on utilise, qui nous permet de nous connecter aux banques. Ah Euh, oui. Ça fait une énorme charge fixe. Et en fait, Tu as le droit de le dire ou tu peux donner un ordre d'idée peut-être? ouais, l'ordre d'idée pour enfin, pour ceux qui veulent, qui écoutent le podcast, en gros, tu es entre 400 et 600 euros euh, hors taxe, quoi. Ah oui, il rigole pas la pays bancaire. Ouais, en même temps, ils font vraiment un taf de malade au niveau des connecteurs avec les banques, parce que les banques font toujours des modifs et tout, donc ils doivent maintenir à jour tout le Ouais. temps. Enfin, c'est un Oui, vrai bordel. les banques ne connaissent pas le modèle REST. Ouais, exactement. Donc c'est assez chaud. Bon, après avec la DSP2 là qui est en train d'arriver, enfin qui est censée déjà être mise en place, mais les banques respectent pas encore les normes. Ça va se corriger. C'est en cours de certaines banques ont créé leurs API proprement et donc il y a aucun problème de connexion. Mais bon, pour certaines plus traditionnelles, c'est assez dur. Mais je Euh, sais pas si tu utilises personnellement un agrégateur bancaire. Moi, j'ai Bankin. ouais, Et depuis qu'il y a la norme DSP2 qui est en train de rentrer en vigueur, c'est l'enfer. Il n'y a plus rien qui marche ouais, comme il faut, quoi. ouais. Toutes les semaines, j'ai un compte qui arrête de marcher. Yes, ça a été un peu le cas. Effectivement, ça a été le cas assez récemment là. Après au déconfinement en fait. Au déconfinement, les banques elles ont sorti en prod énormément de modifs en lien avec la DSP2 et du coup tous les comptes, il y a énormément de comptes qui ont sauté, qui étaient plus connectés, plus synchronisés. Donc effectivement, ça fout un peu le bazar. Bon, on va dire qu'il y a une année charnière là qui est un peu pénible et après ça roulera bien quoi. Ok. Et Ouais, c'est plutôt cool pour toi, ça. Ça veut dire que potentiellement, à un moment donné, tu pourras ouais, utiliser d'arrêter cette API. ouais, effectivement, ouais, potentiellement. Effectivement. Et du coup, le truc que je voulais dire là-dessus, qui est assez intéressant, c'est que un conseil que je peux donner à des makers qui bootstrapent leur boîte ou quoi, c'est de pas hésiter à faire des tarifs et de pousser la tarification annuelle. Aujourd'hui, nous, ce qui nous a rentré beaucoup de trésorerie et ce qui va nous permettre de payer des charges d'URSSAF puisqu'on est en SARL. Donc on a des charges d'URSSAF même si on ne verse pas de salaire, plus l'API bancaire, c'est ces engagements annuels
qui ont généré de la trésor d'un coup, quoi. Donc c'est un conseil que je peux donner. Et finalement, je suis surpris du nombre de personnes qui s'engagent à l'année directement, quoi. Oui, c'est fou Donc, ça. Alors que tu te dirais, bah non, exactement. Ouais. je vais essayer un mois. Ouais, je vais tester, C'est, je c'est, vais tester un mois. Ouais. vous avez un trial sur le produit? Ouais, on fait 15 jours de free trial. Et puis après, bah, tu passes en abonnement mensuel ou annuel. Ouais. Ok, ouais. Mais imaginons qu'il y ait un client qui ait pris un abonnement annuel et qui soit pas content, t'as une politique pour les rembourser ou c'est un truc que je Pour viens l'instant, de découvrir. on n'a jamais eu le cas, donc on s'est pas posé la question. Évidemment, je pense que si effectivement le client n'est pas satisfait, on va rembourser les mois Ouais, qui n'ont pas été utilisés, enfin qui n'ont pas été écoulés, quoi. Euh, ok, ouais. donc pour l'instant, on n'a pas eu le problème et nos clients là sont plutôt très satisfaits, donc c'est cool. Ok, cool. Bah, c'était une question qui va me servir directement dans mes prochains produits en side project. Merci. Cool. Euh, du coup, pour revenir un peu, donc on a pas mal parlé du passé déjà, Ouais. on a pas mal parlé de tes fails. Ça, j'ai une question qui est venue là. Pourquoi SARL? Bah en fait, initialement, quand on avait vu la traction qu'il y avait sur les posts Facebook, etc., l'engouement qu'il y avait autour du projet, on s'est dit qu'on allait pouvoir rapidement se payer, Ouais, rapidement rentrer du cash. Surtout qu'en fait, initialement, on avait un pricing à 150 euros par mois et, alors qu'aujourd'hui, tu vois, on est descendu à 50 euros par mois. Donc, on s'est dit qu'on allait rapidement pouvoir se payer, sauf que ça a pas du tout été le cas parce qu'on a eu on a sous-estimé le travail qu'il y avait à faire sur le produit et la complexité finalement du produit qu'on était en train de faire. Et également les ventes, enfin, la prospection qui allait devoir être faite, évidemment. Donc, euh, comme on était confiant sur les ventes, on s'est dit ok, ben on va pouvoir se payer rapidement, donc on fait une SARL parce que les niveaux des taxes sur les charges sociales et tout sur les dirigeants, les co-gérants des SARL est beaucoup moins élevé que si tu es dans une SAS, que si tu es ok. salarié d'une SAS. Et donc c'est pour ça qu'on avait choisi la SARL. Et aujourd'hui, du coup, là, bon, pour le coup, du coup, on le regrette un peu, puisque tu vois, là, on va devoir payer des charges sociales alors qu'on se verse même pas de salaire et ça aurait pu nous mettre dans le jus niveau trésorerie. C'est con Ok, pour un logiciel de gestion de trésorerie, c'est un peu con, mais oui. du coup, moi, je m'en étais rendu compte, j'ai fait mes petites prévisions dans Rocket Chart, comme ça, là, je sais que y a pas de problème, on passe sans problème les grosses charges qu'on va devoir payer prochainement. Putain, c'est cool, t'es le premier utilisateur de ton produit, ça. Ah ouais, ouais, clairement, je le ponce dans tous les sens. C'est cool, tu dois avoir un backlog permanent du coup Ouais, facile à remplir, quoi. ouais, en plus, on a nos clients qui nous font énormément de retours. On a essayé de créer une très très bonne et forte relation avec nos premiers clients et puis ceux qui arrivent maintenant. On essaie de vraiment de maintenir et de montrer qu'en fait on est à l'écoute et de prendre du temps pour échanger avec eux et comprendre qu'est-ce qu'ils font sur le produit et qu'est-ce qu'ils finalement font à côté, quoi. Qu'est-ce qu'ils font dans leur customer journée après avoir utilisé Rocket Chart ou avant, histoire de pouvoir faciliter le plus possible leur travail, quoi. Euh, T'as un outil spécifique pour faire ça ou tu fais avec des mails? pourquoi? Pour gérer le backlog, tu veux dire, ou pour Bah, pour garder cette proximité avec eux en fait. non, en vrai c'est téléphone. Honnêtement, email et puis téléphone. On s'appelle assez souvent. Enfin, tu vois, j'essaie de tenir. Enfin, maintenant enfin, il y a certains clients, c'est devenu des potes. Il y en a même, il y en a même qui veulent investir chez nous. Enfin, c'est, euh, c'est assez cool. Ah oui, oui, effectivement, je vois ça. Donc, C'est plutôt stylé. ouais, plutôt cool. Donc voilà pour Euh, Rocket un peu où on en est et comment on a fait les choses. ok. Du coup, c'est quoi un peu l'objectif avec Rocket Chart? Tu veux l'amener où ce projet? En fait, initialement, on s'est dit, on va faire une petite boîte bootstrap, un peu comme, j'avais pas mal échangé avec Pierre de Scrapping Bee.
ou avec Gauthier d'Octobat également. Et on s'était dit, bah, on va faire une petite boîte, on va rester tous les trois fondateurs dans la boîte, et puis on va la monter à 12-15 000 euros de MRR, et puis on va kiffer, tu vois, on pourra se payer, vivre de notre travail grâce à nos clients, vivre grâce à nos clients qui nous adorent et qu'on adore. Et donc ça, c'est la vision qu'on a actuellement et qu'on avait au départ. Et on est en train de réfléchir à potentiellement shifter vers un modèle plus agressif avec plus de croissance et finalement changer un peu la vision de la boîte qu'on avait, puisqu'en fait il y a énormément de potentiel, quoi. En fait il y a un potentiel avec ce Rocket Shark qui est immense, on a compris ça il y a très peu de temps, et donc du coup la petite boîte, la petite TPE, tu vois, trois petits fondateurs qui bootstrapent leur boîte, et plus forcément la vision qu'on a et l'objectif qu'on a avec ce projet, tu vois. Et, et, euh, et l'idée derrière également, c'est qu'en fait, ce projet-là, Rocket Chart, on le voit un petit peu comme un tremplin pour la suite, en fait. Euh, avec Marc, mon petit frère, on a prévu de faire le championnat du monde d'enduro, par exemple. Euh, Ouais. et, et il faut de l'argent pour faire ce championnat. Il y a Ellie également, du coup notre associé qui a également d'autres projets de vie, de partir à l'étranger potentiellement avec sa famille, etc. Donc finalement on le voit comme un passage pour faire après ce qu'on veut dans la vie à plus long terme. Tu vois, de nos objectifs de vie à plus long terme. Et c'est bizarre, je suis pas sûr de te comprendre. Du coup, tu parles de Rocket Chat comme un projet que tu aimerais faire grandir vite et vendre Ouais, potentiellement ouais, ou... ouais, potentiellement c'est ça, ouais, effectivement. Ok. Ça a shifté, ça a shifté. Honnêtement, c'est pas, c'est encore, on est en pleine phase de réflexion, tu vois. Donc c'est assez intéressant d'en parler. Et c'est pour ça, je pense que mes propos sont pas tout à fait clairs. C'est qu'on est tu vois, on est encore en phase de réflexion là-dessus. On est en plein dedans. On se fait challenger de tous les sens. Euh, Ouais, je comprends. Ouais. et voilà, Ok. voilà, Et voilà. pourquoi, par exemple, si c'est un projet qui peut vraiment grossir beaucoup, ça peut pas être ça votre projet qui vous libère, du coup, bah, qui vous permet de bosser à l'étranger? Tu vois, il y a beaucoup de bootstrappers justement qui aiment ce côté bootstrap parce que en restant à une petite équipe, ben, on peut décider de tous voyager, de tous chacun vivre dans un pays, c'est plus facile de faire ce que tu veux quand tu es petit Ouais, que si d'un coup tu passes dans une boîte à 40, quoi. clairement, ouais, non, t'as raison. C'est pour ça honnêtement, quand je disais qu'on avait changé notre vision, on n'a pas prévu, tu vois, de recruter 40 personnes, tu vois. Euh, Ok, je pense que ce qu'on veut faire, la vision qu'on a, l'objectif qu'on a, euh, en tout cas la première étape, il est atteignable. Le premier palier, ce sera d'être tous les trois à temps plein et on va pouvoir faire de grandes choses tous les trois sur le produit. Et derrière, du coup, de passer à 6 ou 7 avec une stratégie commerciale à la Lemlist ou à la Crisp qui, je, je pense que t'as pas besoin d'être genre 40 dans une boîte pour que ce soit une grosse boîte, quoi. Et surtout, le plus important aussi, ce sera de maintenir la boîte en remote pour une des raisons que tu viens de dire et tout à fait à juste titre. bah ouais. Aujourd'hui, Rocket Chart, on le fait en remote et on prévoit de continuer de le faire comme ça, quoi. Euh, pour justement ne pas se bloquer dans les recrutements, en gros, ne pas devoir se contraindre de manière géographique dans le recrutement si on recrute, et pour pouvoir aussi voyager si on veut voyager et bosser un peu d'où on veut. Mais clairement, hein, moi, je suis convaincu de cette vision. C'est un des trucs que je porte dans ma boîte là où je suis cofondateur. Mhm. On veut rester. On s'est dit comme une équipe de sport. On veut pas dépasser le nombre de, tu vois, 12 personnes, qui est en Mhm. général le nombre moyen dans une équipe de sport. Parce qu'on pense que c'est un bon chiffre et qu'au-delà, tu commences à avoir des problèmes politiques. C'est surtout ce qu'on ne veut pas. Ouais. Et au final, après, tu peux avoir des externes avec qui tu bosses de manière spontanée, tu vois, mais pas des gens qui sont tout le temps dans ton équipe, quoi. Un peu comme dans une équipe de foot où tu as des gens, des remplaçants, Ouais.
parce que tu es obligé d'avoir de la résilience dans ton équipe, mais pas forcément grandir. Mais nous, on a cette ambition-là de pouvoir vivre d'où on veut chacun, Mhm. d'avoir un max de temps pour nous et de pouvoir en fait kiffer la vie et kiffer ce qu'on fait en même temps, quoi. Donc Ouais, pour moi, ce que tu fais là, bootstrapper, c'est le bon chemin déjà. ouais, effectivement, ouais, bah déjà cette vision-là, c'est une belle vision. Et je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Enfin, tu en as effectivement une équipe euh, à taille d'équipe de sport, du coup, 10-12 personnes est largement suffisant euh, pour profiter. Et je pense surtout, ce sera d'autant plus du kiff, à mon avis. Enfin, je pense que c'est d'autant plus kiffant quand tu as une équipe très soudée et proche, que tu formes une vraie team, quoi, une équipe de sport, comme tu l'as dit. Et ouais, c'est aussi c'est aussi du coup quand je parlais qu'il y a un potentiel immense, tu vois, j'entendais potentiellement d'atteindre ce niveau-là plutôt que de plutôt que de rester juste trois à bootstrapper la petite boîte, tu vois. Ah ok, Voilà, c'était ok. plutôt ça que j'entendais potentiellement. On s'est, on s'est mal compris Voilà. alors. Mais ouais, ouais, clairement, enfin, je suis convaincu par ça. Et justement, sur le post que j'ai fait sur LinkedIn où je parlais de ça, l'idée, c'est ben, de pas se retrouver avec des contraintes d'investisseurs, de pas. C'est bien les investisseurs, tu vois, ça aide plein de choses, mais il y a plein de business où en vrai, il vaut mieux être malin sur ton business et savoir le faire à peu et de manière efficace et propre que vouloir grossir à fond pour être 60 à faire un truc qu'à 12 tu pourrais faire et Clairement, peut-être mieux. clairement. Non, je suis complètement d'accord là-dessus. Tu prêches un convaincu. C'est, t'as complètement raison. Ouais. Après, il y a des enfin, il y a des beaux exemples en France, hein, avec les Lemlist ou les Crisp même Ah Octobat. ben, je suis content de les avoir eus dans le Ouais, podcast. Là. Octobat, ça devrait se faire aussi soon. ouais, Mais ouais, c'est des exemples magnifiques. Même Flat, Pierre, que j'ai ouais, eu dans le dernier épisode qui n'est pas encore sorti, ils font 50K de MRR à 4 fondateurs, quoi. ouais, c'est En dingue. fait, ils étaient montés à plus et en fait, c'était chiant. Du coup, ils sont revenus à moins. Énorme, Ils ça, sont revenus en arrière eux-mêmes, plus de 4, ça les a saoulés. j'ai hâte d'écouter l'épisode alors. Ouais, ouais, il est trop cool, Pierre. Cool. Mais ouais, ouais, non, on commence à avoir des belles boîtes qui montrent cet exemple et j'espère qu'on va avoir de plus en plus de place dans les médias sur ce truc-là parce que je pense que c'est plus raisonnable comme manière de voir une boîte. Mm. T'as pas envie de servir la terre entière, tu vois, Ouais, t'as envie de le faire bien et peut-être que quelques clients sur la terre entière, mais ça sera déjà pas mal, quoi. ouais, clairement. Ça dépend de la vision que tu as, hein, effectivement. Enfin, ça dépend de la vision finalement que t'as de ta boîte, quoi, ce que tu veux faire avec. Et, mais effectivement, la mouvance bootstrap autofinancée Ouais. en train d'exploser un peu partout. Et puis je trouve que ça colle plus à l'esprit européen où on est tous en Europe ensemble, tu vois, mais on fait tous un peu chacun nos trucs dans notre coin. Ouais, Alors que les Américains, ils sont toujours là en mode faire un truc mondial. ouais, énorme. Mais du coup, ils ont toute la culture et tout l'environnement qui est fait pour, tu vois. Ils ont des gros investisseurs qui sont prêts à lâcher beaucoup sur des trucs improbables, alors que nous, c'est pas du tout ça. Et je pense qu'en fait, le bootstrapping, c'est bien plus adapté à notre marché là. Et on le fait beaucoup mieux que des Américains. Ouais, je pense qu'effectivement là-dessus tu as raison. Après, je pense qu'il faut aussi faire un peu attention dans le sens où justement les grosses boîtes américaines ont les moyens, elles vont venir, elles viennent sur le marché européen et les petites boîtes bootstrap peuvent se faire bouffer euh, en deux parce qu'elles ont simplement pas les mêmes moyens. Alors oui, si elles arrivent à garder un produit top et une proximité avec les clients très forte, il y aura pas de souci. Euh, mais moi, je trouverais ça aussi dommage, tu vois, qu'il y ait que des boîtes américaines que tu entends parler que- en Europe, tu vois. Ouais, ouais, Voilà. clairement, clairement. Bah, c'est un peu le cas en ce moment. Ouais, C'est clairement le cas. Mais en fait, pour moi, j'ai l'impression qu'on va de plus en plus se tourner, et le confinement a grave aidé à ça, vers le franco-français, tu vois. Genre, on a un produit, on kiffe nos produits français parce qu'on ouais, les fait bien et qu'ils sont ouais, adaptés à nous.
et fuck les autres. Et au pire, on fera un copycat qui marchera super bien chez nous. Ouais. Et à force, les investisseurs, ils vont se dire, en fait, ce marché, comment on l'attaque, c'est pas en envoyant des mecs de chez nous, chez eux, c'est en mettant de l'argent chez eux, tu vois. Et là, on aura gagné. Si on fait venir que les investisseurs, on casse le game, tu vois. Ouais, j'avoue. Après, c'est très utopique ce que je dis, mais j'aimerais bien que ce soit ça. Peut-être que ça se fera un jour, effectivement, dans ce sens-là. Ouais. Yes. Franchement, si ma prédiction arrive, je kiffe. Même pas, tu vois, je vais même pas m'en vanter, juste, je serais heureux, tu vois. Je vous l'aurais bien dit. Ça me suffira. Ouais, énorme. Euh, ok, on a fait pas mal le tour. Actuellement, donc, du coup, on va pouvoir un peu revenir. Donc là, tu m'as répondu que tu étais à temps plein sur tes projets. Tu Ouais, réponds à toutes mes questions sans que je te les pose, c'est plutôt pas mal. Bon, les gens vont se dire que je sers à rien dans cette interview, mais mais non, 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 tu je sais, vives l'interview. je rigole. Euh, et j'espère que les gens m'aiment bien et qu'ils aiment bien ce podcast parce que c'est moi aussi. Une des questions qui arrive vers la fin, avant qu'on arrive vers la fin, parce que ça fait déjà 55 minutes qu'on discute et Yes. c'était une conversation riche. C'est comment tu fais un petit peu grandir ta base d'utilisateurs actuellement? C'est quoi tes stratégies pour demain atteindre un peu tes objectifs? Est-ce que tu en as, par exemple, au trimestre prochain, est-ce que tu vises un certain MRR? Ouais, on s'est fixé effectivement des objectifs de MRR et de produits également, en termes de fonctionnalités qu'on veut sortir. Aujourd'hui, pour répondre du coup à ta question sur comment on augmente le nombre de clients, en gros, il y a un premier canal qui est assez fort, c'est le bouche à oreille, premièrement. On a énormément de personnes qui arrivent en démo et qui deviennent clients via le bouche-oreille. On a également du coup un deuxième canal. Tu fais des démos à chaque fois avec un meeting? Ouais, toujours. Ouais. Pour le moment, Ouais, ouais, pour c'est le cool. moment, on n'a pas fait de Pour avoir du feedback à mort. exactement. Ouais, on n'a pas fait de self-onboarding encore. L'objectif, c'était de, de continuer d'échanger avec les prospects et les clients au maximum pour récupérer du feedback et continuer d'itérer et d'améliorer le produit. Parce que je pense que c'est comme ça que tu peux atteindre, tu vois, le product market fit le plus rapidement possible. C'est en maintenant ton écoute auprès de ton marché et de tes prospects. Euh, donc, du coup, j'en étais où? Ouais, et donc, du coup, je vais forcément, bah là, je suis en train de mettre en place, du coup, euh, un process complet bah, de cold emailing, cold calling, euh, histoire pour faire de l'outbound, tout simplement. Ok. Et en fait, on met en place aussi, du coup, un modèle d'apporteur d'affaires. Et en fait, on va par exemple avoir une cliente là qui va bosser avec nous sur la prospection avec un modèle d'apporteur d'affaires. Euh, Ça va être je pense un canal. Enfin, ça va pas mal nous aider sur l'acquisition client. Euh, et une autre stratégie qui peut être envisagée. Ensuite, ça va être également de faire des webinars, des intégrations aussi avec d'autres solutions complémentaires de la nôtre. Euh, qui, à mon avis, constituera un peu le dernier, notre troisième canal d'acquisition, puisqu'on peut pas faire de paid, on peut pas faire d'acquisition payante. Du coup, ça va être, on va se focaliser là-dessus, je pense. Parce que vous n'avez pas de cash Ouais, d'avance? ouais, parce qu'on n'a Mhm. pas de cash pour l'instant, et si on veut rivaliser sur des mots-clés contre nos concurrents, il va falloir mettre beaucoup de cash et on Ouais. l'a pas, quoi, tout simplement. Et du coup, pour le moment, vous êtes focus sur le marché français? Ouais, alors on est focus sur le marché français parce qu'on est contraint un peu par les règles d'open banking et de la DSP2, puisqu'il faut dans certains cas, il faut des accréditations pour exercer ce qu'on fait, pour la connexion bancaire. Ouais. Euh, avec l'agrégateur bancaire qu'on utilise, on n'a pas besoin de cette accréditation pour la France et la Belgique. En revanche, si on veut partir potentiellement dans d'autres pays en Europe, euh, il, certains agrégateurs bancaires, on va devoir intégrer d'autres agrégateurs bancaires pour couvrir les banques des pays concernés. Et potentiellement, il faut l'accréditation auprès de la CPR et de la Banque de France, qui aujourd'hui, ce ne serait pas du tout un sujet pour nous
on n'a pas envie de passer 10 mois à monter un dossier pour être même pas sûr de l'avoir. Oui. Donc voilà, pour l'instant, focus France, effectivement. On a suffisamment à faire dans ce marché-là. Euh, Ouais, de toute façon, si je peux te donner un conseil, pour avoir fait l'une de mes premières boîtes, en partie à cause du fait qu'il fallait une accréditation, waouh, c'était dur, dans les données médicales de ouais. santé, en faire, à ne pas faire, Ah ouais, éviter. Et meilleure solution pour commencer, ne pas commencer. exactement. Ouais. Non, mais t'as bien raison là-dedans. Ouais. C'est une tannée, c'est prendre un risque trop grand, je pense, de faire ça. Euh, Surtout que ça peut aussi coûter de l'argent rapidement. Donc, Oui, voilà, bah, là tu le vois déjà, tu payes l'API super cher déjà. ouais, Mais par exemple, pour les données de santé, à l'époque, heureusement maintenant ils ont changé, ils ont un peu compris que c'était impossible. Il fallait louer un serveur agréé données de santé à 20 000 € l'année. C'était le moins cher qu'il y avait en France, c'était ça. ouais, Et là, putain, tu fais. ouais. Hein? Ah, moi, j'ai pas 20 000 euros. Hein. Je suis Ouais. Eh bootstrap. bien, le projet, tant pis. Ouais, exactement. Non, c'est clair, il faut pas perdre son temps, je pense, là-dessus. Et il faut trouver plutôt d'autres alternatives. Il y a forcément des solutions qui existent, donc il faut les trouver, quoi. Il faut être suffisamment malin pour éventuellement contourner ce problème, enfin, ces problèmes qui peuvent arriver. Ouais, c'est un. Comment dire, je vais y arriver. Un conseil obvious, souvent, mais être malin, c'est vraiment important quand tu crées un projet. Ouais, mais clairement, Euh, il faut pas foncer tête baissée, il faut réussir à prendre du recul, quoi. C'est Ouais, c'est ça. Et des, des- très des très fois, important. des solutions que tu trouves qui sont géniales, ça sont potentiellement géniales, mais c'est vraiment pas le bon moment pour toi de Ouais, les faire, quoi. ouais, Vaut mieux attendre un petit peu, faire un truc sur lequel tu vas pouvoir commencer à avoir des clients payants, avoir de l'acquisition et un peu exécuter ta vision. D'ailleurs, clairement. c'est un des trucs que j'aimais bien dans les fondateurs d'Alan, quand je les ai rencontrés, et maintenant qu'ils sont en train d'exécuter un petit peu, ils se sont dit, ben, en fait, l'assurance, en mutuelle, c'est un des trucs les plus faciles pour rentrer dans le secteur un peu médical. Ouais, Tout ce qui va être médical, c'est assez simple de rentrer par rapport à, par exemple, gérer des données médicales. Et un des trucs qu'ils m'ont dit dans l'entretien que j'avais fait, que j'ai pas été pris, c'est qu'en fait, ils voulaient me recruter parce qu'ils veulent créer le dossier patient 2.0. Tu mmh, sais, ça fait mmh, 15 ans qu'on en parle, que l'État a mis 9 milliards, je crois, depuis en investissement et que c'est toujours pas sorti, où il y ouais, a des bribes, mais ça marche c'est pas. Ouais. globalement, ça marche pas. Et du coup, eux, ils voulaient faire ça. Et ils se sont dit, bah, en fait, impossible à le faire d'emblée, mais par contre, si on rentre dans le marché, on a moyen après d'amener ça, quoi. Et Clairement, je ouais. trouve, je trouve que c'est une vision super maligne, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. C'est un bon moyen de rentrer Ouais, c'est vrai. Après, un autre truc aussi sur ces histoires d'accréditation, ce que tu disais sur ton exemple avec le médical ou nous avec la CPR, ça peut aussi être une barrière à l'entrée, tu vois. Si tu prends le temps de le faire euh, et que ça passe, bah, ça crée une barrière à l'entrée pour éventuellement enfin, pour d'autres concurrents qui du coup ne viendront pas sur ton marché. Donc il y a quand même cet avantage-là qui est pas forcément négligeable, quoi. Mhm. Ah oui, je vois très bien ce truc-là. Pour ma boîte Cachetori, on Ouais, avait besoin de. Donc, ce qui est rigolo, c'est que ce qu'on s'est dit en off tout à l'heure, c'est qu'on fait un peu le même secteur ouais. avec ma boîte, mais moi je fais ça avec les gros groupes. Mm. Donc, on essaye de faire des dashboards aussi et d'agréger de la donnée, mais pas sur des données bancaires, plus sur des données financières et extra-financières, quoi. Donc, c'est les ventes, les Ouais. achats, les dépenses. Et du coup, on voulait faire des démos de ce qu'on était capable de faire. Et vu qu'on prend des données agrégées de plein de services, c'est impossible de faire une démo, tu vois. Tu peux pas faire clic, connecte l'API chez nous. Et on savait pas comment faire. Et on s'est rendu compte que les grosses boîtes, justement, elles ont à publier leurs chiffres des entrées-sorties publiques. Ça s'appelle un FEC, un fichier FEC. Ok. Et ça, plein d'entreprises les publient. Et en France, depuis des années, ce fichier, par défaut, il est public, sauf si tu dis je veux qu'il soit privé. Mm. C'est bien, je trouve que pour la transparence des sociétés, c'est super cool, mais enfin, moi, j'étais pas au courant de ça, mes cofondateurs, ils étaient au courant. Ouais. Et du coup, tu peux avoir accès à ces fichiers. Et Ok. sauf que pour avoir accès à ces fichiers, il faut faire une demande officielle Mm. à l'État. Et du coup, en gros, tu as le même accès que société.com. Tu vois, tout le monde voit ce site où tu peux obtenir des fichiers qui sont payants.
Mais en fait, c'est tout à fait gratuit si tu as l'accréditation de l'État. Ok. Et du coup, on a demandé ça. Et ce qui est génial, c'est que bah, du coup, on a eu l'accès et les données, elles sont sous un format pourri qui sont en zip. C'est, enfin, zip, c'est encore trop gentil. C'est des zips dans des zips dans des zips dans des zips dans des dossiers dans des zips. Enfin, Infernal. je sais pas pourquoi. Autant le choix de les rendre publics, c'est cool. Autant le choix de comment on les stocke, ça, c'est pas cool. Bref, du coup, on a fait une API là-dessus qui permet d'aller chercher les données parce qu'on en avait besoin pour nous, quoi. Et du coup, ça nous donne un avantage de ouf Mm. parce que personne ne peut le faire, quoi. Les seuls qui le font, qui vont lire un peu sur cette base de données, c'est soit société.com Ouais, ou l'API, c'est pareil, c'est un truc à 500 balles par mois, je crois, si tu veux ouais, payer. Enfin, t'as même pas le prix, ils te disent on te fait un devis. ouais, En contactez-nous, ouais. général, quand t'as ça, ça pue. C'est mauvais signe. Ouais, c'est que c'est pas très accessible. Et il y en a deux, trois comme ça où c'est pareil, quoi. Donc, c'est un truc qui nous a pris du temps. Genre, ça nous a bien pris 6 mois. Mais quand tu l'as, c'est cool, quoi. Donc, je comprends ce que tu veux dire. Clairement, ouais. Non, ouais, c'est une bonne stratégie de l'avoir eu, quoi, d'en avoir fait. Ouais, ok. Et du coup, on en a fait un mini produit. On l'a mis sur. Il y a un truc qui s'appelle Rapid API qui permet de balancer tes API et de les mettre payantes. Énorme. Et du coup, on l'a mis Vous l'avez mis, payant. ouais, tu l'as mis là-dessus, enfin, vous l'avez mis là-dessus. Ouais, ouais, voilà. Ça fait un mini produit, quoi. Au lieu d'aller lire des zips, tu peux lire une API REST bien faite. T'es un trop propre. Nickel. Voilà. Je vais aller voir ça. Eh ben, vas-y, je te l'enverrai si tu veux. Vas-y. Du coup, ben, je crois qu'on a fini, on a fait le tour. Là, tu vas pouvoir me parler un peu de tes projets futurs. C'est quoi que tu veux faire un petit peu dans le futur? Ce qu'on veut faire, du coup, dans la suite avec Rocket Chart, c'est de faire une solution logicielle complète sur la partie gestion de trésorerie, mais tout ce qui touche à la gestion de trésorerie, euh, la relance, euh, la relance pour les factures impayées. Finalement, il y a la première partie, c'est de suivre sa trésorerie, et ensuite, c'est quand tu te rends compte que tu as un problème, qu'est-ce que tu fais, quoi. Et donc, il y a plusieurs solutions, et donc je pense qu'on va, en tout cas, notre ambition, ce sera de faire une solution qui puisse aider les dirigeants d'entreprise à derrière prendre leurs décisions et prendre les bonnes initiatives pour protéger leur trésorerie. C'est ce qu'on veut faire par la suite. Donc Rocket Chart, c'est la première étape, la première brique. Suivre ta trésorerie en temps réel, classer tes flux, voir comment tu dépenses et puis faire tes prévisions. La deuxième partie, ça sera ça. Et à côté de ça, j'en parlais un peu tout à l'heure, mais on a vraiment envie de faire du sport à haut niveau avec Marc. Ça, c'est plus un projet personnel, mais ce serait du coup de faire un championnat du monde. Euh, voilà, un peu pour les quelques projets futurs qui sont quand même à assez long terme, on va dire. Ah bah oui, j'imagine. Ça, c'est un truc qui se prépare. 5-7 ans, voilà. Que ce soit pour le championnat, jusqu'au championnat du monde, il faut qu'on ait l'argent pour le faire déjà, et puis la suite logicielle qu'on a en tête, qu'on envisage de faire, ça va prendre du temps, quoi. Ok. Voilà, chaque chose dans son temps. Ok, ouais, plutôt cool. Pourquoi l'enduro? C'est un truc que vous faites depuis que vous êtes jeune? Ouais, la moto d'enduro, ouais, c'est ce qu'on fait. On fait ça depuis qu'on est jeune. C'est notre père qui nous a un peu transmis le virus et qui nous avait acheté des motos quand on était gamin. Et, euh, et en fait, on a accroché tout de suite et on roule, on en fait assez régulièrement et c'est vraiment notre kiff, tu vois. Alors, surtout quand tu peux le faire dans les montagnes, quand tu vas dans les montagnes, t'es tranquille dans la nature et Ouais, c'est assez stylé. Ouais. tu fais chier personne là-haut, tu vois, et voilà, c'est pour ça, quoi. Ok, plutôt cool. Et ben du coup, on va attaquer mes trois petites dernières questions Yes, et je pense qu'on aura fini ce podcast. ça marche. Qui était- Vas-y. Je te laisse. Je la pose ou tu devines? Allez, vas-y, pose-la. Non. Alors, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances dans tes projets? Alors, avant que je me lance dans mes projets, du coup, la première chose que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est en gros, tu vas galérer, mais ça va être fun et tu vas apprendre.
Ça, c'est la première chose. Et c'est en faisant que tu apprendras. Et c'est la meilleure école. Et ensuite, la deuxième chose aussi que j'aurais aimé qu'on me dise vraiment très tôt et que j'aurais aimé comprendre et avoir compris à l'époque, c'était de réfléchir en fait à quel type de boîte tu veux faire. En fait, est-ce que tu veux faire une boîte où tu es juste trois fondateurs ou deux fondateurs ou même un solo founder, tu vois, et que tu fais une petite boîte, un petit side project qui va te rapporter 3000 euros par mois en plus de ton salaire de salarié, mais ça, tu l'auras ça sera dans 5 ans. Est-ce que tu as envie de faire une boîte où tu vas recruter, enfin lever des fonds, et recruter du coup, faire de la croissance très importante et recruter donc 20 personnes, puis passer à 40, puis 80, etc. Il y a vraiment différents types d'entreprises et différentes visions. Et je pense que c'est hyper important de se poser la question en fait au démarrage de qu'est-ce que tu veux faire et comment ça s'aligne avec ce que tu as comme attente dans la vie en fait. Parce que forcément ta boîte et ce que tu crées va impacter ta vie, tu le veuilles ou non. Et donc si en fait t'as pas réfléchi en amont, tu pourrais avoir pris des mauvais choix et en fait tu seras pas en phase avec toi-même et ça va pas marcher. Parce que t'es pas en phase avec toi-même. Et donc je pense que c'est hyper important au démarrage, du coup, de se poser ces questions-là et de dire ok, qu'est-ce que je veux dans la vie et qu'est-ce que je veux avec cette boîte. Et l'idée c'est après d'essayer d'aligner les deux choses. Et, et je pense que ça c'est un des points fondamentaux avant de se lancer. C'est très important à mon avis de l'avoir en tête et d'y réfléchir sérieusement. Après, Tu bien fais un sûr. peu écho à la fameuse vidéo de Simon Sinek, c'est Start with a Why. Mm, C'est genre pourquoi? Pourquoi tu veux exactement, le ouais. faire? Tout à fait. C'est pourquoi tu veux le faire. Ouais. C'est quoi tes objectifs? C'est quoi tes expectations, enfin tes attentes? Je pense que du coup, ouais, c'est vraiment très très important. Parce que du coup, la manière dont tu vas construire ton projet et ta boîte sera complètement différente. Si tu te dis, ok, bah vas-y, go, on y va all-in, on lève des fonds, etc. On veut vendre 300 millions dans 5 ans ou dans 10 ans, c'est pas la même chose. Ce sera pas tu vas pas construire les choses de la même manière que si tu te dis, ok, bah je veux faire une petite TPE, PME, on va si possible, le moins recruter possible. Si on peut être que 8 dans la boîte, ça me va très bien. Et si on peut avoir 500 clients qui payent 100 euros, 100 euros par mois ou 150 euros par mois, bah, c'est peut-être suffisant. Et donc, euh, c'est peut-être ce que je veux dans la vie, quoi. Et finalement, du coup, voilà, faut commencer avec pourquoi. Exactement. Tu as bien résumé le truc. Start with the why. Clairement. Mais tu sais que c'est un exercice super difficile pour plein de gens qui veulent se Mm. lancer, qui l'ignorent, parce que du coup j'ai eu un startup studio que j'ai arrêté parce que les gens en fait savaient pas ce qu'ils voulaient, tout simplement. Et j'en ai rencontré plein à qui on faisait remplir un Trello tout simple. Et la première question c'était pourquoi vous voulez faire ce projet? Ouais. Et, en fait on s'est rendu compte qu'ils galéraient trop à répondre. Et souvent il y a des mecs qui abandonnaient le remplissage du Trello à la première question. Et t'es là, mais qu'est-ce qu'on a foutu? Ah, On c'est aura juste demandé pourquoi. C'est... Ouais, bah en fait, je pense que du coup, ça rejoint le premier point que je disais. En fait, c'est que d'abord, il faut tester, tu vois. Il faut se casser les dents, euh, il faut apprendre. Et une fois que tu auras suffisamment appris, là, tu vas te poser les questions et tu vas dire, OK, maintenant, qu'est-ce que je veux faire, quoi. c'est ça. Maintenant À qu'on mon avis. sait, qu'est-ce que je veux en faire? Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qu'on Euh, veut en faire? c'est ça. Ok. Bah, franchement, je crois que t'es le premier à me dire ça. C'est vraiment un truc, je pense, que je conseillerais à plein de gens. Cool. Bah, c'est Merci. avec plaisir, du coup, et ouais, j'en ai eu conscience il y a quelques mois et ouais, du coup, j'essaie de le partager vu que je pense que c'est vraiment important. Donc, cool si tu penses que c'est pertinent. Ah, clairement. Bah, du coup, deux dernières questions. La première, c'est qui que je dois inviter selon toi dans ce podcast? Le Ouais, prochain. faut que tu invites Jean de Mail Météor. Justement, par rapport à cette à la question juste avant, de réfléchir au type de boîte, il va pouvoir apporter énormément d'éléments aussi. Parce que eux, ils ont pris une voie différente. Et à mon avis, ça peut être méga intéressant de voir leur vision et comment ils voient, eux, leur business ce qu'ils ont envie d'en faire, quoi. Donc, ouais, Jean de Mail Météor, il y a moyen que ce soit hyper intéressant. Stylé, bah, c'est noté. Bah, du coup, dernière question, c'est qu'on envoie les gens qui veulent te suivre.
go sur LinkedIn. J'essaie de répondre à tout le monde évidemment et du coup avec plaisir pour échanger s'il y a des questions, s'il y a un peu des réactions par rapport à ce que je disais ou si vous avez besoin d'un conseil sur parce que vous avez vécu plus ou moins vous êtes dans la même situation que j'avais pu vivre dans le passé, donc avec plaisir pour répondre par message du coup via LinkedIn sans souci. Stylé. Eh ben, on fait ça alors. Je mettrai le lien dans la Ouais, description de ton LinkedIn. parfait. Et puis voilà. Merci beaucoup pour cet épisode. J'ai Merci à vraiment toi. kiffé ce petit temps avec toi. Merci. Je vois qu'encore une fois, on est aligné sur plein de trucs. De toute façon, les gens que je fais venir dans le podcast, c'est parce qu'on a les mêmes croyances. Ouais. Mais c'était vraiment cool de découvrir ton profil et puis de découvrir ce que vous faites avec Rocket Chart. J'espère que ça va cartonner. On espère aussi. Et puis, de toute façon, on aura appris tellement de choses que c'est déjà ouf, quoi. Merci, ouais, merci du coup, Martin. Et puis, à, à plus. À plus. Salut. Ciao. Eh bien, on est bon. Cool. Top. Bah, merci, ouais, du coup, pour le petit échange. Hyper intéressant de- d'avoir pu discuter un peu avec toi comme ça. En plus, il n'y a pas de cut au montage et tout. Donc, ça fait encore plus vrai. Donc, c'est cool. Top. Il y a du montage, mais pas de cut. Ouais. On essaye Ouais, vraiment de. À moins que tu aies vraiment dit un truc que tu voulais pas, tu vois, c'est la ouais, seule dérogation à la règle. ça marche. Non, bah cool. Hyper content du coup d'avoir pu partager ça. Et puis c'est drôle euh, ce que tu disais sur ce que vous avez envie de faire du coup avec la boîte actuelle là. Ouais. C'est un peu la vision qu'on a. Tu vois, on est sur un truc énorme. Il y a vraiment un marché énorme. Il y a un besoin énorme. Et si tu fais les choses de manière smart, tu peux t'en sortir très bien avec entre 8 et 12 personnes qui kiffent ce qu'ils font et en remote et tu kiffes quoi et tu fais les choses proprement et bien et ouais, ça fait kiffer quoi. C'est un peu Ah, là où mais on veut tendre à terme. clairement, clairement. Ouais. Je ferai écouter l'épisode à mes cofondateurs, je pense qu'ils vont vouloir te parler. Ça roule. Avec plaisir Parce que, s'il faut échanger. bah ouais, non, ça peut être un truc intéressant, hein. C'est le fait d'avoir la même vision, mais d'avoir attaqué Ouais, chacun par un côté, ouais, ça peut vite faire des liens, quoi. clairement, ouais. C'est marrant. Avec plaisir pour discuter du coup, ouais. Voir un Ok. peu. Puis même, ouais, s'il n'y a pas de synergie ou quoi, juste échanger sur les visions, les approches, c'est toujours intéressant. Ah, mais clairement, on va avoir trop de bons incentives et toi, tu vas nous en donner aussi des bons, Ouais, parce qu'on attaque le le- même secteur, quoi. clairement. C'est cool. Sans se concurrencer, c'est ça qui est cool. Ouais, ça c'est clair, c'est stylé. Enfin, pour l'instant en tout cas. Oui, pour l'instant, c'est pareil. Au début, mon cofondateur, il a bossé avec une boîte qui s'appelle Tout Compte Co, qui Ah font ouais, ouais, c'est eux qui font notre visualisation. Nous, on fait vraiment que le moteur data. ok. Et en fait, avec eux, on a un super rapport, tu vois, mais à un moment donné, ils savent très bien que peut-être on va vouloir faire nos vis, tu vois, au bout d'un Hmm, moment. Et que eux, peut-être aussi, ils aimeraient bien reprendre un peu de la main sur ouais, les données de leurs clients, tu vois. C'est un jeu difficile, clairement. Ouais. mais, mais, mais c'est un statu quo qu'on renouvelle. On se dit, bah, encore 6 mois, on est potes, et ça se passe bien. Encore un an. Et tu vois, et jusqu'aux périodes qu'on se donne, on essaye de pas se tirer dans les pattes, quoi. Après, on Ouais, revoit. Est-ce qu'on veut toujours faire ça ensemble ou pas, quoi. Et s'il n'y a pas, il y a pas de raison d'être un salaud et d'un coup par derrière faire notre propre bise, non, ce serait con. Et puis, enfin, tu vois, pareil pour nous deux. euh, si on a échangé librement et que à un moment donné, je viens faire des offres pour des petits groupes sans t'en avoir parlé, ouais. c'est genre bâtard, tu vois. Après, Ça a aucun sens pour ton business, je trouve, hein. ouais. Moi je pense qu'il vaut mieux. Ouais, en gros, enfin, tu peux le faire sans en parler, mais c'est pas tant ça le problème. C'est tout ce qui est de faire des coups de, un peu entre guillemets, des coups de pute par derrière, des trucs du genre, ça sert à rien quoi. Et c'est là où je Mais pense que bah, c'est si tu as un important. bon contact, autant le dire, tu vois. Tu Et- dis, bah là, je pense qu'on va attaquer un peu ton marché, Ouais, quoi. ouais, Je te le dis. ouais, j'avoue.
c'est vrai. C'est pas grave, il vaut mieux se le dire, tu vois. Au pire, ça fait de la concurrence positive Ouais, que juste t'avoir contacté, tu vois, euh, t'avoir soutiré des informations et faire la même 3 mois plus ouais, tard. ouais, C'est Guillaume de l'Emlist, je parle avec lui souvent ouais, et il a eu ça un paquet de fois. À un moment donné, j'ai arrêté parce que je pense que ça l'énerve, mais je suis tombé sur des concurrents à ouais, lui. Et je dis, tiens, j'ai vu ça, mais tu vois, j'y faisais des retours sur le produit, que lui, il aurait pu améliorer ou quoi. Et il m'a dit, en vrai, mec, ces mecs, ça fait 6 mois, il y a 6 mois, ils ont pris 1 heure avec moi pour discuter, et ils n'avaient pas de produit, ils me posaient des questions sur mon produit, et d'un ouais, coup, pam, il y a un produit copycat du mien, et il en a 3 comme ça. ouais. Il Et, m'avait et ben, dit, de toute façon, les trois concurrents, c'est ça. ouais, il m'avait dit qu'on l'avait pompé. Ouais, de toute façon, c'est bien qu'il y ait de la concurrence. Et si t'es leader sur un marché concurrentiel, bah, t'es leader, tu vois. Donc, Oui. il n'y a pas de problème, quoi. En gros. Donc, moi, je pense que c'est plutôt sain, dans tous les cas. Oui, puis comme on disait tout à l'heure, si tu arrives et que tu es deuxième sur un marché, Ouais, ok, tu vas prendre un peu des parts de marché, mais souvent c'est des parts que l'autre il avait pas trop envie d'adresser clairement. et, et du coup elles deviennent adressées. Et si il y a des gens qui te découvrent et que t'es pas exactement ce qu'ils veulent, ils vont aller voir l'autre Ouais, et ouais. du coup, Et, enfin, ça ou c'est inversement, bénéfique quoi. aux deux Donc, quoi. ouais, non, mais tout à fait. Hein. C'est pour ça que je pense que c'est sain. C'est sain si Il y quand a, tu cites pas la même typologie de personnes exactement, tu vois. Ouais, il y a un super exemple en business dans un bouquin, je sais plus comment il s'appelle, mais il parle du fait que tu sais, les centres commerciaux, tous les, en gros, en ville, il y a plein de boutiques contiguës qui font Ouais, presque la même chose, mais ouais, parce qu'en fait, ben, ça, le monde attire le monde. clairement. Et sur Internet, c'est la même chose. Exactement, c'est sûr. Tu vas le nombre de s'il y a en gros si tu as une salle alors putain, c'était quoi l'exemple que j'avais vu ça il y a pas longtemps. Euh, il suffit que tu aies un genre fromager qui va ouvrir dans une rue, tu vois. Tu peux être certain que dans 2 ans ou 3 ans, il y aura un autre fromager qui va arriver dans la même rue, tu vois. Et c'est ça en Ouais, fait. Et en fait et tu vois, souvent il y a des groupements de tu regardes les concurrents, les commerces concurrents, ils sont souvent groupés aux mêmes endroits, tu vois. C'est exactement ce que tu viens de dire. bah, Ça c'est attire ça. le monde parce que J'ai vu ça en ce moment, je suis à Montpellier, et nos cofondateurs sont à ouais, Paris. ouais. Et dans la rue principale de Montpellier, en centre-ville, il y a, je sais pas, 6 magasins de CBD qui ont ouvert en même temps, Ah ouais. presque. Ah Ouais, putain, c'était ouf. délire. J'étais choqué. Mais genre, il y en a, ils sont côte à côte, quoi. Tu les vois, tac, tac, tac. Tu fais, ah, ok. Ah, c'est ouf. C'est chaud, les mecs. Ouais. C'est pareil Après, du des coup fois, sur Internet, hein, c'est le même principe comme tu disais. Ouais. ouais, Les- après, quand il y en a trop, il y en a trop. Mais au début, c'est bien, en tout cas. ouais, De 3 c'est 5, quoi. exactement. Ouais, je pense que c'est. Après, ouais, ça dépend de la taille du marché. Quand le marché après effectivement est saturé, là, ça tire les Oui, prix vers le bas. Et... si t'es sur une niche et que vous êtes 600, Ouais, ça commence à être compliqué. il y a un problème. Ouais. C'est clair. Alright. Bon, moi, je vais devoir te laisser. Faut que je file après. J'ai un rendez-vous à 6h30 là. Pas de souci. Euh, Good. Bah écoute, merci pour l'interview, enfin Pour le l'invite. podcast, ouais, pour Ouais. l'invite et tout. Et puis on reste en contact et bah Grave. tu me Grave. diras quand ça Je sera te tiens au live jus. et puis avec plaisir pour échanger euh, sur ce que vous faites et sur ce qu'on fait avec tes cofondateurs aussi Yes. qui sont Je t'avais contacté par LinkedIn, par, c'est là où on par email, ouais, on avait échangé Ah par oui, email surtout. Ouais, par email. Ben, je te tiendrai au jus par email du coup pour ouais, la sortie ça marche. du podcast. Ça roule cool. Allez, merci, salut, Ciao. Bye. bye.